Edgar Allan Poe, double assassinat dans la rue Morgue. Quelle chanson chantaient les sirènes? Quel nom Achille avait-il pris quand il se cachait parmi les femmes? Questions embarrassantes, il est vrai, mais qui ne sont pas situées au-delà de toute conjecture. Sir Thomas Browne. Les facultés de l'esprit qu'on définit par le terme analytique sont en elles-mêmes fort peu susceptibles d'analyse. Nous ne les apprécions que par leurs résultats. Ce que nous en savons, entre autres choses, c'est qu'elles sont pour celui qui les possède à un degré extraordinaire, une source de jouissance des plus vives. De même que l'homme fort se réjouit dans son aptitude physique, se complaît dans les exercices qui provoquent les muscles à l'action, de même l'analyste prend sa gloire dans cette activité spirituelle dont la fonction est de se débrouiller. Il tire du plaisir même des plus triviales occasions qui mettent ses talents en jeu. Il raffole des énigmes, des rébus, des hiéroglyphes. Il déploie dans chacune des solutions une puissance de perspicacité qui, dans l'opinion vulgaire, prend un caractère surnaturel. Les résultats, habilement déduits par l'âme même, et l'essence de sa méthode, ont réellement tout l'air d'une intuition. Cette faculté de résolution tire peut-être une grande force de l'étude des mathématiques, et particulièrement de la très haute branche de cette science qui, fort improprement et simplement en raison de ses opérations rétrogrades, a été nommée l'analyse, comme si elle était l'analyse par excellence. Car en somme, tout calcul n'est pas en soi une analyse. Un joueur d'échecs, par exemple, fait fort bien l'un sans l'autre. Il suit de là que le jeu d'échecs, dans ses effets sur la nature spirituelle, est fort mal apprécié. Je ne veux pas écrire ici un traité de l'analyse, mais simplement mettre en tête d'un récit passablement singulier quelques observations jetées tout à fait à l'abandon et qui lui serviront de préface. Je prends donc cette occasion de proclamer que la haute puissance de la réflexion est bien plus activement et plus profitablement exploitée par le modeste jeu de dames que par toute la laborieuse futilité des échecs. Dans ce dernier jeu, où les pièces sont douées de mouvements divers et bizarres, et représentent des valeurs diverses et variées, la complexité est prise, erreur fort commune, pour de la profondeur. L'attention y est puissamment mise en jeu. Si elle se relâche d'un instant, on commet une erreur, d'où il résulte une perte ou une défaite. Comme les mouvements possibles sont non seulement variés mais inégaux en puissance, les chances de pareilles erreurs sont très multipliées, et dans 9 cas sur 10, c'est le joueur le plus attentif qui gagne, et non pas le plus habile. Dans les dames, au contraire, où le mouvement est simple dans son espèce et ne subit que peu de variations, les possibilités d'inadvertance sont beaucoup moindres, et l'attention n'étant pas absolument et entièrement accaparée, tous les avantages remportés par chacun des joueurs ne peuvent être remportés que par une perspicacité supérieure. Pour laisser là ces abstractions, supposons un jeu de dames où la totalité des pièces soit réduite à 4 dames, et où, naturellement, il n'y ait pas lieu de s'attendre à des étourderies. Il est évident qu'ici, la victoire ne peut être décidée, les deux parties étant absolument égales, que par une tactique habile, résultat de quelque puissant effort de l'intellect. Privé des ressources ordinaires, l'analyste entre dans l'esprit de son adversaire, s'identifie avec lui, et souvent découvre d'un seul coup d'œil l'unique moyen, un moyen quelquefois absurdement simple, de l'attirer dans une faute ou de le précipiter dans un faux calcul. On a longtemps cité le whist pour son action sur la faculté du calcul, et on a connu des hommes d'une haute intelligence qui semblaient y prendre un plaisir incompréhensible et dédaigner les échecs comme un jeu frivole. En effet, il n'y a aucun jeu analogue qui fasse plus travailler la faculté de l'analyse. Le meilleur joueur d'échecs de la chrétienté ne peut guère être autre chose que le meilleur joueur d'échecs. Mais la force au whist implique la puissance de réussir dans toutes les spéculations bien autrement importantes, où l'esprit lutte avec l'esprit. Quand je dis la force, j'entends cette perfection dans le jeu qui comprend l'intelligence de tous les cas dont on peut légitimement faire son profit. Ils sont non seulement divers, mais complexes, et se dérobent souvent dans des profondeurs de la pensée absolument inaccessibles à une intelligence ordinaire. Observer attentivement, c'est se rappeler distinctement. Et à ce point de vue, le joueur d'échecs capable d'une attention très intense jouera fort bien en whist,
puisque les règles de Hoyle, basées elles-mêmes sur le simple mécanisme du jeu, sont facilement et généralement intelligibles. Aussi, avoir une mémoire fidèle et procéder d'après le livre sont des points qui constituent pour le vulgaire le summum du bien joué. Mais c'est dans les cas situés au-delà de la règle que le talent de l'analyste se manifeste. Il fait en silence une foule d'observations et de déductions. Ses partenaires en font peut-être autant, et la différence d'étendue dans les renseignements ainsi acquis ne gît pas tant dans la validité de la déduction que dans la qualité de l'observation. L'important, le principal, est de savoir ce qu'il faut observer. Notre joueur ne se confine pas dans son jeu, et bien que ce jeu soit l'objet actuel de son attention, il ne rejette pas pour cela les déductions qui naissent d'objets étrangers au jeu. Il examine la physionomie de son partenaire, il la compare soigneusement avec celle de chacun de ses adversaires. Il considère la manière dont chaque partenaire distribue ses cartes. Il compte souvent, grâce au regard que laissent échapper les joueurs satisfaits, les atouts et les honneurs, un à un. Il note chaque mouvement de la physionomie à mesure que le jeu marche, et recueille un capital de pensée dans les expressions variées de certitude, de surprise, de triomphe ou de mauvaise humeur. À la manière de ramasser une levée, il devine si la même personne en peut faire une autre dans la suite. Il reconnaît ce qui est joué par feinte à l'air dont c'est jeté sur la table. Une parole accidentelle, involontaire, une carte qui tombe ou qu'on retourne par hasard, qu'on ramasse avec anxiété ou avec insouciance. Le compte des levées et l'ordre dans lequel elles sont rangées, l'embarras, l'hésitation, la vivacité, la trépidation, tout est pour lui symptôme, diagnostic. Tout rend compte à cette perception, intuitive en apparence, du véritable état des choses. Quand les 2 ou 3 premiers tours ont été faits, il possède à fond le jeu qui est dans chaque main, et peut dès lors jouer ses cartes en parfaite connaissance de cause, comme si tous les autres joueurs avaient retourné les leurs. La faculté d'analyse ne doit pas être confondue avec la simple ingéniosité, car pendant que l'analyste est nécessairement ingénieux, il arrive souvent que l'homme ingénieux est absolument incapable d'analyse. La faculté de combinaison ou constructivité par laquelle se manifeste généralement cette ingéniosité et à laquelle les phrénologues, ils ont tort selon moi, assignent un organe à part, en supposant qu'elle soit une faculté primordiale, apparut dans des êtres dont l'intelligence était limitrophe de l'idiotie, assez souvent pour attirer l'attention générale des écrivains psychologistes. Entre l'ingéniosité et l'aptitude analytique, il y a une différence beaucoup plus grande qu'entre l'imaginative et l'imagination, mais d'un caractère rigoureusement analogue. En somme, on verra que l'homme ingénieux est toujours plein d'imaginative, et que l'homme vraiment imaginatif n'est jamais autre chose qu'un analyste. Le récit qui suit sera pour le lecteur un commentaire lumineux des propositions que je viens d'avancer. Je demeurais à Paris pendant le printemps et une partie de l'été de 1800 et quelques. Et je fis la connaissance d'un certain C. Auguste Dupin. Ce jeune gentleman appartenait à une excellente famille, une famille illustre même. Mais par une série d'événements malencontreux, il se trouva réduit à une telle pauvreté que l'énergie de son caractère y succomba et qu'il cessa de se pousser dans le monde et de s'occuper du rétablissement de sa fortune. Grâce à la courtoisie de ses créanciers, il resta en possession d'un petit reliquat de son patrimoine et, sur la rente qu'il en tirait, il trouva moyen, par une économie rigoureuse, de subvenir aux nécessités de la vie sans s'inquiéter autrement des superfluités. Les livres étaient véritablement son seul luxe, et à Paris on se les procure facilement. Notre première connaissance se fit dans un obscur cabinet de lecture de la rue Montmartre, par ce fait fortuit que nous étions tous deux à la recherche d'un même livre, fort remarquable et fort rare. Cette coïncidence nous rapprocha. Nous nous vîmes toujours de plus en plus. Je fus profondément intéressé par sa petite histoire de famille qu'il me raconta minutieusement avec cette candeur et cet abandon, ce sans-façon du moi, qui est le propre de tout Français quand il parle de ses propres affaires. Je fus aussi fort étonné de la prodigieuse étendue de ses lectures, et par-dessus tout, je me sentis l'âme prise par l'étrange chaleur et la vitale fraîcheur de son imagination. Cherchant dans Paris certains objets qui faisaient mon unique étude, je vis que la société d'un pareil homme serait pour moi un trésor inappréciable, et dès lors, je me livrai franchement à lui. Nous décidâmes enfin que nous vivrions ensemble tout le temps de mon séjour dans cette ville, et,
Comme mes affaires étaient un peu moins embarrassées que les siennes, je me chargeai de louer et de meubler dans un style approprié à la mélancolie fantasque de nos deux caractères une maisonnette antique et bizarre, que des superstitions dont nous ne daignâmes pas nous enquérir avaient fait déserter, tombant presque en ruine et située dans une partie reculée et solitaire du faubourg Saint-Germain. Si la routine de notre vie dans ce lieu avait été connue du monde, nous eussions passé pour deux fous, peut-être pour des fous d'un genre inoffensif. Notre réclusion était complète. Nous ne recevions aucune visite. Le lieu de notre retraite était resté un secret, soigneusement gardé pour mes anciens camarades. Il y avait plusieurs années que Dupin avait cessé de voir du monde et de se répandre dans Paris. Nous ne vivions qu'entre nous. Mon ami avait une bizarrerie d'humeur, car comment définir cela? C'était d'aimer la nuit pour l'amour de la nuit. La nuit était sa passion, et je tombais moi-même tranquillement dans cette bizarrerie comme dans toutes les autres qui lui étaient propres, me laissant aller au courant de toutes ces étranges originalités avec un parfait abandon. La noire divinité ne pouvait pas toujours demeurer avec nous, mais nous en faisions la contrefaçon. Au premier point du jour, nous fermions tous les lourds volets de notre masure, nous allumions un couple de bougies fortement parfumées qui ne jetaient que des rayons très faibles et très pâles. Au sein de cette débile clarté, nous livrions chacun notre âme à ses rêves, nous lisions, nous écrivions ou nous causions, jusqu'à ce que la pendule nous avertît du retour de la véritable obscurité. Alors, nous nous échappions à travers les rues. Bras dessus, bras dessous, continuant la conversation du jour, rôdant au hasard jusqu'à une heure très avancée, et cherchant à travers les lumières désordonnées et les ténèbres de la populeuse cité ces inexorables excitations spirituelles que l'étude paisible ne peut pas donner. Dans ces circonstances, je ne pouvais m'empêcher de remarquer et d'admirer, quoique la riche idéalité dont il était doué eût dû m'y préparer, une aptitude analytique particulière chez Dupin. Il semblait prendre un délice âcre à l'exercer, peut-être même à l'étaler, et avouait sans façon tout le plaisir qu'il en tirait. Il me disait à moi, avec un petit rire tout épanoui, que bien des hommes avaient pour lui une fenêtre ouverte à l'endroit de leur cœur, et d'habitude il accompagnait une pareille assertion de preuves immédiates et des plus surprenantes, tirées d'une connaissance profonde de ma propre personne. Dans ces moments-là, ses manières étaient glaciales et distraites. Ses yeux regardaient dans le vide, et sa voix, une riche voix de ténor habituellement, montait jusqu'à la voix de tête. C'eût été de la pétulance sans l'absolue délibération de son parler et la parfaite certitude de son accentuation. Je l'observais dans ses allures, et je rêvais souvent à la vieille philosophie de l'âme double. Je m'amusais à l'idée d'un Dupin double, un Dupin créateur et un Dupin analyste. Qu'on ne s'imagine pas, d'après ce que je viens de dire, que je vais dévoiler un grand mystère ou écrire un roman. Ce que j'ai remarqué dans ce singulier français était simplement le résultat d'une intelligence surexcitée, malade peut-être. Mais un exemple donnera une meilleure idée de la nature de ces observations à l'époque dont il s'agit. Une nuit, nous flânions dans une longue rue sale avoisinant le palais royal. Nous étions plongés chacun dans nos propres pensées, en apparence du moins, et depuis près d'un quart d'heure nous n'avions pas soufflé une syllabe. Tout à coup, Dupin lâcha ses paroles. « C'est un bien petit garçon, en vérité. Il serait mieux à sa place au théâtre des variétés. »« Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, » répliquai-je sans y penser et sans remarquer d'abord, tant j'étais absorbé, la singulière façon dont l'interrupteur adaptait sa parole à ma propre rêverie. Une minute après, je revins à moi et mon étonnement fut profond. « Dupin, dis-je très gravement, voilà qui passe mon intelligence. Je vous avoue sans embâche que j'en suis stupéfié et que j'en peux à peine croire mes sens. Comment a-t-il pu se faire que vous ayez deviné que je pensais à... » Mais je m'arrêtai pour m'assurer indubitablement qu'il avait réellement deviné à qui je pensais. « À Chantilly, dit-il. Pourquoi vous interrompre? Vous faisiez en vous-même la remarque que sa petite taille le rendait impropre à la tragédie. » C'était précisément ce qui faisait le sujet de mes réflexions. Chantilly était un ex-savetier de la rue Saint-Denis qui avait la rage du théâtre et avait abordé le rôle de Xerxès dans la tragédie de Crébillon. Ses prétentions étaient dérisoires, on en faisait des gorges chaudes. « Dites-moi, pour l'amour de Dieu, la méthode, si méthode il y a, à l'aide de laquelle vous avez pu pénétrer mon âme dans le cas actuel. » En réalité, j'étais encore plus étonné que je n'aurais voulu le confesser. « C'est le fruitier, » répliqua mon ami, qui vous a amené à cette conclusion que le raccommodeur de semelles n'était pas de taille à jouer Xerxès et tous les rôles de ce genre.
Fruitier? Vous m'étonnez. Je ne connais de fruitier d'aucune espèce. L'homme qui s'est jeté contre vous quand nous sommes entrés dans la rue. Il y a peut-être un quart d'heure. Je me rappelai alors qu'en effet, un fruitier portant sur sa tête un grand panier de pommes m'avait presque jeté par terre par maladresse comme nous passions dans la rue C, dans l'artère principale où nous étions alors. Mais quel rapport cela avait-il avec Chantilly? Il m'était impossible de m'en rendre compte. Il n'y avait pas un atome de charlatanerie dans mon ami Dupin. Je vais vous expliquer cela, dit-il. Et pour que vous puissiez comprendre tout très clairement, nous allons d'abord reprendre la série de vos réflexions depuis le moment dont je vous parle jusqu'à la rencontre du fruitier en question. Les anneaux principaux de la chaîne se suivent ainsi. Chantilly, Orion, le docteur Nichols, Épicure, la stéréotomie, les pavés, le fruitier. Il est peu de personnes qui ne se soient amusées à un moment quelconque de leur vie à remonter le cours de leurs idées et à rechercher par quel chemin leur esprit était arrivé à de certaines conclusions. Souvent cette occupation est pleine d'intérêt, et celui qui l'essaie pour la première fois est étonné de l'incohérence et de la distance, immense en apparence, entre le point de départ et le point d'arrivée. Qu'on juge donc mon étonnement quand j'entendis mon Français parler comme il l'avait fait, et que je fus contraint de reconnaître qu'il avait dit la pure vérité. Il continua. Nous causions de chevaux, si ma mémoire ne me trompe pas, juste avant de quitter la rue C. Ce fut notre dernier thème de conversation. Comme nous passions dans cette rue-ci, un fruitier avec un gros panier sur la tête passa précipitamment devant nous, vous jeta sur un tas de pavés amoncelés dans un endroit où la voie est en réparation, vous avez mis le pied sur une des pierres branlantes, vous avez glissé, vous vous êtes légèrement foulé la cheville, vous avez paru vexé, grognon, vous avez marmotté quelques paroles, vous vous êtes retourné pour regarder le tas, puis vous avez continué votre chemin en silence. Je n'étais pas absolument attentif à tout ce que vous faisiez, mais pour moi l'observation est devenue, de vieille date, une espèce de nécessité. Vos yeux sont restés attachés sur le sol, surveillant avec une espèce d'irritation les trous et les ornières du pavé, de façon que je voyais bien que vous pensiez toujours aux pierres. Jusqu'à ce que nous eûmes atteint le petit passage qu'on nomme le passage Lamartine, où l'on vient de faire l'essai du pavé de bois, un système de blocs unis et solidement assemblés. Ici votre physionomie s'est éclaircie. J'ai vu vos lèvres remuer, et j'ai deviné, à n'en pas douter, que vous vous murmuriez le mot stéréotomie, un terme appliqué fort prétentieusement à ce genre de pavage. Je savais que vous ne pouviez pas dire stéréotomie sans être induit à penser aux atomes, et de là aux théories d'Épicure. Et comme dans la discussion que nous eûmes il n'y a pas longtemps à ce sujet, je vous avais fait remarquer que les vagues conjectures de l'illustre grec avaient été confirmées singulièrement sans que personne y prît garde, par les dernières théories sur les nébuleuses et les récentes découvertes cosmogoniques, je sentis que vous ne pourriez pas empêcher vos yeux de se tourner vers la grande nébuleuse d'Orion. Je m'y attendais certainement. Vous n'y avez pas manqué, et je fus alors certain d'avoir strictement emboîté le pas de votre rêverie. Or, dans cette amère boutade sur Chantilly, qui apparut hier dans le musée, l'écrivain satirique, en faisant des allusions désobligeantes au changement du nom du savetier, quand il a chaussé le cothurne, citait un vers latin dont nous avons souvent causé. Je veux parler du vers « Perditit antiquum litera prima sonum ». Je vous avais dit qu'il avait trait à Orion, qui s'écrivait primitivement Urion, et à cause d'une certaine acrimonie mêlée à cette discussion, j'étais sûr que vous ne l'aviez pas oublié. Il était clair, dès lors, que vous ne pouviez pas manquer d'associer les deux idées d'Orion et de Chantilly. Cette association d'idées, je la vis au style du sourire qui traversa vos lèvres. Vous pensiez à l'immolation du pauvre savetier. Jusque-là, vous aviez marché courbé en deux, mais alors je vous vis vous redresser de toute votre hauteur. J'étais bien sûr que vous pensiez à la pauvre petite taille de Chantilly. C'est dans ce moment que j'interrompis vos réflexions pour vous faire remarquer que c'était un pauvre petit avorton que ce Chantilly, et qu'il serait bien mieux à sa place au théâtre des variétés. Peu de temps après cet entretien, nous parcourions l'édition du soir de la Gazette des Tribunaux, quand les paragraphes suivants attirèrent notre attention. Double assassinat des plus singuliers. Ce matin, vers 3 heures, les habitants du quartier Saint-Roch furent réveillés par une suite de cris effrayants, qui semblaient venir du 4e étage d'une maison de la rue Morgue, que l'on savait occupée en totalité par une dame L'Espanais et sa fille, mademoiselle Camille L'Espanais. Après quelques retards causés par des efforts infructueux pour se faire ouvrir à l'amiable, la grande porte fut forcée avec une pince et 8 ou 10 voisins entrèrent, accompagnés de 2 gendarmes. Cependant, les cris avaient cessé. Mais au moment où tout ce monde arrivait pêle-mêle au 1er étage, on distingua 2 voix fortes, peut-être plus, qui semblaient se disputer violemment et venir de la partie supérieure de la maison. Quand on arriva au 2e palier, ces bruits avaient également cessé, et tout était parfaitement tranquille.
Les voisins se répandirent de chambre en chambre. Arrivés à une vaste pièce située sur le derrière, au 4e étage, et dont on força la porte qui était fermée avec la clé en dedans, ils se trouvèrent en face d'un spectacle qui frappa tous les assistants d'une terreur non moins grande que leur étonnement. La chambre était dans le plus étrange désordre, les meubles brisés et éparpillés dans tous les sens. Il n'y avait qu'un lit. Les matelas en avaient été arrachés et jetés au milieu du parquet. Sur une chaise, on trouva un rasoir mouillé de sang. Dans l'âtre, 3 longues et fortes boucles de cheveux gris qui semblaient avoir été violemment arrachées avec leurs racines. Sur le parquet gisaient 4 Napoléons, une boucle d'oreille ornée d'une topaze, 3 grandes cuillères d'argent, 3 plus petites en métal d'Alger, et 2 sacs contenant environ 4000 francs en or. Dans un coin, les tiroirs d'une commode étaient ouverts et avaient sans doute été mis au pillage, bien qu'on y ait trouvé plusieurs articles intacts. Un petit coffret de fer fut trouvé sous la literie, non pas sous le bois de lit. Il était ouvert avec la clé dans la serrure. Il ne contenait que quelques vieilles lettres et d'autres papiers sans importance. On ne trouva aucune trace de madame L'Espanais, mais on remarqua une quantité extraordinaire de suie dans le foyer. On fit une recherche dans la cheminée et, chose horrible à dire, on en tira le corps de la demoiselle, la tête en bas, qui avait été introduit de force et poussé par l'étroite ouverture jusqu'à une distance assez considérable. Le corps était tout chaud. En l'examinant, on découvrit de nombreuses excoriations, occasionnées sans doute par la violence avec laquelle il y avait été fourré et qu'il avait fallu employer pour le dégager. La figure portait quelques fortes égratignures, et la gorge était stigmatisée par des meurtrissures noires et de profondes traces d'ongles, comme si la mort avait eu lieu par strangulation. Après un examen minutieux de chaque partie de la maison qui n'amena aucune découverte nouvelle, les voisins s'introduisirent dans une petite cour pavée située sur le derrière du bâtiment. Là gisait le cadavre de la vieille dame, avec la gorge si parfaitement coupée que quand on essaya de le relever, la tête se détacha du tronc. Le corps, aussi bien que la tête, était terriblement mutilé, et celui-ci à ce point qu'il gardait à peine une apparence humaine. Toute cette affaire reste un horrible mystère, et jusqu'à présent on n'a pas encore découvert que nous sachions le moindre fil conducteur. Le numéro suivant portait ces détails additionnels. Le drame de la rue Morgue. Bon nombre d'individus ont été interrogés relativement à ce terrible et extraordinaire événement, mais rien n'a transpiré qui puisse jeter quelque jour sur l'affaire. Nous donnons ci-dessous les dépositions obtenues. Pauline Dubourg, blanchisseuse, dépose qu'elle a connu les 2 victimes pendant 3 ans, et qu'elle a blanchi pour elles pendant tout ce temps. La vieille dame et sa fille semblaient en bonne intelligence, très affectueuses l'une envers l'autre. C'était de bonne paye. Elle ne peut rien dire relativement à leur genre de vie et à leurs moyens d'existence. Elle croit que madame L'Espanais disait la bonne aventure pour vivre. Cette dame passait pour avoir de l'argent de côté, et elle n'a jamais rencontré personne dans la maison quand elle venait rapporter ou prendre le linge. Elle est sûre que ces dames n'avaient aucun domestique à leur service. Il lui a semblé qu'il n'y avait de meubles dans aucune partie de la maison, excepté au 4e étage. Pierre Moreau, marchand de tabac, dépose qu'il fournissait habituellement madame L'Espanais, et lui vendait de petites quantités de tabac, quelquefois en poudre. Il est né dans le quartier, et y a toujours demeuré. La défunte et sa fille occupaient depuis plus de 6 ans la maison, où l'on a trouvé leurs cadavres. Primitivement, elle était habitée par un bijoutier qui sous-louait les appartements supérieurs à différentes personnes. La maison appartenait à madame L'Espanais. Elle s'était montrée très mécontente de son locataire qui endommageait les lieux. Elle était venue habiter sa propre maison, refusant d'en louer une seule partie. La bonne dame était en enfance. Le témoin a vu la fille 5 ou 6 fois dans l'intervalle de ces 6 années. Elles menaient toutes deux une vie excessivement retirée. Elles passaient pour avoir de quoi. Il a entendu dire chez les voisins que madame L'Espanais disait la bonne aventure. Il ne le croit pas. Il n'a jamais vu personne franchir la porte, excepté la vieille dame et sa fille, un commissionnaire 1 ou 2 fois, et un médecin 8 ou 10. Plusieurs autres personnes du voisinage déposent dans le même sens. On ne cite personne comme ayant fréquenté la maison. On ne sait pas si la dame et sa fille avaient des parents vivants. Les volets des fenêtres de face s'ouvraient rarement. Ceux de derrière étaient toujours fermés, excepté aux fenêtres de la grande arrière-pièce du 4e étage. La maison était une assez bonne maison, pas trop vieille. Isidore Muset, gendarme, dépose qu'il a été mis en réquisition vers 3 heures du matin, et qu'il a trouvé à la grande porte 20 ou 30 personnes qui s'efforçaient de pénétrer dans la maison. Il l'a forcée avec une baïonnette et non pas avec une pince. Il n'a pas eu grand-peine à l'ouvrir parce qu'elle était à 2 battants et n'était verrouillée ni par en haut ni par en bas.
Les cris ont continué jusqu'à ce que la porte fût enfoncée. Puis ils ont soudainement cessé. On eût dit les cris d'une ou de plusieurs personnes en proie aux plus vives douleurs, des cris très hauts, très prolongés, non pas des cris brefs ni précipités. Le témoin a grimpé l'escalier. En arrivant au premier palier, il a entendu 2 voix qui se disputaient très haut et très aigrement. L'une, une voix rude, l'autre beaucoup plus aiguë, une voix très singulière. Il a distingué quelques mots de la première, c'était celle d'un Français. Il est certain que ce n'est pas une voix de femme. Il a pu distinguer les mots sacré et diable. La voix aiguë était celle d'un étranger. Il ne sait pas précisément si c'était une voix d'homme ou de femme. Il n'a pu deviner ce qu'elle disait, mais il présume qu'elle parlait espagnol. Ce témoin rend compte de l'état de la chambre et des cadavres dans les mêmes termes que nous l'avons fait hier. Henri Duval, un voisin, et orfèvre de son état, dépose qu'il faisait partie du groupe de ceux qui sont entrés les premiers dans la maison. Confirme généralement le témoignage de Musset. Aussitôt qu'ils se sont introduits dans la maison, ils ont refermé la porte pour barrer le passage à la foule qui s'amassait considérablement malgré l'heure plus que matinale. La voix aiguë, à en croire le témoin, était une voix d'Italien. À coup sûr, ce n'était pas une voix française. Il ne sait pas au juste si c'était une voix de femme. Cependant, cela pourrait bien être. Le témoin n'est pas familiarisé avec la langue italienne. Il n'a pu distinguer les paroles, mais il est convaincu d'après l'intonation que l'individu qui parlait était un Italien. Le témoin a connu madame L'Espanais et sa fille. Il a fréquemment causé avec elle. Il est certain que la voix aiguë n'était celle d'aucune des victimes. Odenheimer, restaurateur. Ce témoin s'est offert de lui-même. Il ne parle pas français, mais on l'a interrogé par le canal d'un interprète. Il est né à Amsterdam. Il passait devant la maison au moment des cris. Ils ont duré quelques minutes, 10 minutes peut-être. C'étaient des cris prolongés, très hauts, très effrayants, des cris navrants. Odenheimer est un de ceux qui ont pénétré dans la maison. Il confirme le témoignage précédent à l'exception d'un seul point. Il est sûr que la voix aiguë était celle d'un homme, d'un Français. Il n'a pu distinguer les mots articulés. On parlait haut et vite, d'un ton inégal, et qui exprimait la crainte aussi bien que la colère. La voix était âpre, plutôt âpre qu'aiguë. Il ne peut appeler cela précisément une voix aiguë. La grosse voix a dit à plusieurs reprises « Sacré, diable » et une fois « Mon Dieu ». Jules Mignot, banquier de la maison Mignot et fils, rue de Lorraine. Il est l'aîné des Mignot. Madame L'Espanais avait quelque fortune. Il lui avait ouvert un compte dans sa maison 8 ans auparavant, au printemps. Elle a souvent déposé chez lui de petites sommes d'argent. Il ne lui a rien délivré jusqu'au 3e jour avant sa mort, où elle est venue lui demander en personne une somme de 4000 francs. Cette somme lui a été payée en or, et un commis a été chargé de la lui porter chez elle. Adolphe Lebon, commis chez Mignot et fils, dépose que le jour en question vers midi, il a accompagné madame L'Espanais à son logis avec les 4000 francs en 2 sacs. Quand la porte s'ouvrit, mademoiselle L'Espanais parut et lui prit des mains l'un des 2 sacs, pendant que la vieille dame le déchargeait de l'autre. Il les salua et partit. Il n'a vu personne dans la rue en ce moment. C'est une rue borgne, très solitaire. William Bird, tailleur, dépose qu'il est un de ceux qui se sont introduits dans la maison. Il est anglais. Il a vécu 2 ans à Paris. Il est un des premiers qui ont monté l'escalier. Il a entendu les voix qui se disputaient. La voix rude était celle d'un Français. Il a pu distinguer quelques mots, mais il ne se les rappelle pas. Il a entendu distinctement « Sacré » et « Mon Dieu ». C'était en ce moment un bruit comme de plusieurs personnes qui se battent. Le tapage d'une lutte et d'objets qu'on brise. La voix aiguë était très forte, plus forte que la voix rude. Il est sûr que ce n'était pas une voix d'anglais. Elle lui sembla une voix d'allemand, peut-être bien une voix de femme. Le témoin ne sait pas l'allemand. 4 des témoins ci-dessus mentionnés ont été assignés de nouveau, et ont déposé que la porte de la chambre où fut trouvé le corps de mademoiselle L'Espanais était fermée en dedans quand ils y arrivèrent. Tout était parfaitement silencieux. Ni gémissement, ni bruit d'aucune espèce. Après avoir forcé la porte, ils ne virent personne. Les fenêtres dans la chambre de derrière et dans celle d'en face étaient fermées et solidement assujetties en dedans. Une porte de communication était fermée, mais pas à clé. La porte qui conduit de la chambre du devant au corridor était fermée à clé, et la clé en dedans. Une petite pièce sur le devant de la maison au 4e étage à l'entrée du corridor ouverte, et la porte entrebâillée. Cette pièce encombrée de vieux bois de lit, de malles, etc. On a soigneusement dérangé et visité tous ces objets. Il n'y a pas un pouce d'une partie quelconque de la maison qui n'ait été soigneusement visitée. On a fait pénétrer des ramoneurs dans les cheminées. La maison est à 4 étages avec des mansardes.
Une trappe qui donne sur le toit était condamnée et solidement fermée avec des clous. Elle ne semblait pas avoir été ouverte depuis des années. Les témoins varient sur la durée du temps écoulé entre le moment où l'on a entendu les voix qui se disputaient et celui où l'on a forcé la porte de la chambre. Quelques-uns l'évaluent très court, 2 ou 3 minutes, d'autres 5 minutes. La porte ne fut ouverte qu'à grand-peine. Alfonso Garcio, entrepreneur de pompes funèbres, dépose qu'il demeure rue Morgue. Il est né en Espagne. Il est de ceux qui ont pénétré dans la maison. Il n'a pas monté l'escalier. Il a les nerfs très délicats et redoute les conséquences d'une violente agitation nerveuse. Il a entendu les voix qui se disputaient. La grosse voix était celle d'un Français. Il n'a pu distinguer ce qu'elle disait. La voix aiguë était celle d'un Anglais. Il en est bien sûr. Le témoin ne sait pas l'anglais, mais il juge d'après l'intonation. Alberto Montani, confiseur, dépose qu'il fut des premiers qui montèrent l'escalier. Il a entendu les voix en question. La voix rauque était celle d'un Français. Il a distingué quelques mots. L'individu qui parlait semblait faire des remontrances. Il n'a pas pu deviner ce que disait la voix aiguë. Elle parlait vite et par saccades. Il l'a prise pour la voix d'un Russe. Il confirme en général les témoignages précédents. Il est italien. Il avoue qu'il n'a jamais causé avec un Russe. Quelques témoins rappelés certifient que les cheminées dans toutes les chambres au 4e étage sont trop étroites pour livrer passage à un être humain. Quand ils ont parlé de ramonage, ils voulaient parler de ces brosses en forme de cylindre, dont on se sert pour nettoyer les cheminées. On a fait passer ces brosses du haut en bas dans tous les tuyaux de la maison. Il n'y a sur le derrière aucun passage qui ait pu favoriser la fuite d'un assassin pendant que les témoins montaient l'escalier. Le corps de mademoiselle L'Espanay était si solidement engagé dans la cheminée qu'il a fallu pour le retirer que 4 ou 5 des témoins réunissent leurs forces. Paul Dumas, médecin, dépose qu'il a été appelé au point du jour pour examiner les cadavres. Ils gisaient tous les deux sur le fond de sangle du lit dans la chambre où avait été trouvée mademoiselle L'Espanay. Le corps de la jeune dame était fortement meurtri et excorié. Ces particularités s'expliquent suffisamment par le fait de son introduction dans la cheminée. La gorge était singulièrement écorchée. Il y avait, juste au-dessous du menton, plusieurs égratignures profondes avec une rangée de taches livides résultant évidemment de la pression des doigts. La face était affreusement décolorée et les globes des yeux sortaient de la tête. La langue était coupée à moitié. Une large meurtrissure se manifestait au creux de l'estomac, produite selon toute apparence par la pression d'un genou. Dans l'opinion de M. Dumas, mademoiselle L'Espanay aurait été étranglée par un ou plusieurs individus inconnus. Le corps de la mère était horriblement mutilé, tous les os de la jambe et du bras gauche plus ou moins fracassés, le tibia gauche brisé en esquilles ainsi que les côtes du même côté. Tout le corps affreusement meurtri et décoloré. Il était impossible de dire comment de pareils coups avaient été portés. Une lourde massue de bois ou une large pince de fer, une arme grosse, pesante et contondante, aurait pu produire de pareils résultats, et encore maniée par les mains d'un homme excessivement robuste. Avec n'importe quelle arme, aucune femme n'aurait pu frapper de tels coups. La tête de la défunte, quand le témoin la vit, était entièrement séparée du tronc, et comme le reste, singulièrement broyée. La gorge évidemment avait été tranchée avec un instrument très affilé, très probablement un rasoir. Alexandre Étienne, chirurgien, a été appelé en même temps que M. Dumas pour visiter les cadavres. Il confirme le témoignage et l'opinion de M. Dumas. Quoique plusieurs autres personnes aient été interrogées, on n'a pu obtenir aucun autre renseignement d'une valeur quelconque. Jamais assassinat si mystérieux, si embrouillé, n'a été commis à Paris, si toutefois il y a eu assassinat. La police est absolument déroutée. Cas fort usité dans les affaires de cette nature. Il est vraiment impossible de retrouver le fil de cette affaire. L'édition du soir constatait qu'il régnait une agitation permanente dans le quartier Saint-Roch, que les lieux avaient été l'objet d'un second examen, que les témoins avaient été interrogés de nouveau, mais tout cela sans résultat. Cependant, un post-scriptum annonçait qu'Adolphe Lebon, le commis de la maison de banque, avait été arrêté et incarcéré, bien que rien des faits déjà connus ne parût suffisant pour l'incriminer. Dupin semblait s'intéresser singulièrement à la marche de cette affaire, autant du moins que j'en pouvais juger par ses manières, car il ne faisait aucun commentaire. Ce fut seulement après que le journal eut annoncé l'emprisonnement de Lebon qu'il me demanda quelle opinion j'avais relativement à ce double meurtre. Je ne pus que lui confesser que j'étais comme tout Paris, et que je le considérais comme un mystère insoluble. Je ne voyais aucun moyen d'attraper la trace du meurtrier.